Je me suis dit en arrivant là-bas quand même, ce qui est intéressant, c'est de connaître l'histoire de cette région. Tous les hommes, toutes les femmes, quel que soit l'endroit du monde, ont une histoire et on a des racines. C'est ça qui nous fait vivre, consciemment, inconsciemment. Et c'est important d'avoir quelques bases historiques solides. Il y a quelques mois, ma femme et moi, on a reçu 2 places pour aller écouter un spectacle qui avait lieu au théâtre de l'Odéon à Paris. Et ce spectacle, eh bien, c'était un spectacle historique tiré à partir des textes de Flavius Joseph. Ça se passait il y a 2000 ans. C'était un fils de rabbin, c'était un juif romanisé, pourrait-on dire, qui parlait le grec, qui parlait le latin, bien entendu, et puis qui parlait aussi l'hébreu. Et eh bien, il a servi un petit peu d'interprète, il a servi de diplomate entre les communautés. C'était l'époque de la grande révolte des Juifs. Il a écrit un livre comme historien, il est reconnu comme historien, qui s'appelle « La guerre des Juifs ». Dans ce livre, eh bien, il raconte les batailles entre les chefs qui s'entretuaient, qui tuaient la famille, on tuait son propre fils, ses enfants, et puis le pouvoir passait à gauche à droite. C'était des histoires très sanglantes. Quand on lit ce livre, il est souvent un petit peu répétitif, on a un grand doute quand même, ces histoires, ces massacres qui se répètent, etc., toujours un petit peu de la même façon. Et puis ça se termine par la prise de Jérusalem par Titus romain, le général romain, et la destruction de Jérusalem en 70 de notre ère. Et donc, nous étions au théâtre de l'Odéon ce soir, et on écoutait Jeanne Moreau, la grande actrice Jeanne Moreau, qui faisait la lecture de ces textes avec une mise en scène d'Amos Oz qui était assez jolie. La salle était pleine à craquer. Et eh bien, Flavius Joseph nous décrivait la misère de ces Juifs assiégés par les Romains dans la vieille ville de Jérusalem, nous décrivait les femmes qui s'arrachaient les cheveux de désespoir, qui mangeaient leurs enfants, etc. Donc c'est très très réaliste, donc on peut que compatir. Et à la fin, Jeanne Moreau nous dit « Et Titus a pris Jérusalem, et 2 millions de Juifs ont été tués dans la ville de Jérusalem. 2 millions de Juifs. » Quand j'ai entendu ça, évidemment, j'ai sursauté un peu sur ma chaise. Je me suis dit, elle a mal lu, c'est pas possible, c'est pas 2 millions. 2 millions, c'est sans doute plus que toute la population du Proche-Orient à cette époque. Et rentrant à la maison le soir, eh ben, j'ai feuilleté le bouquin et je suis tombé sur la page. Effectivement, dans le bouquin, publié en 2000 quelque chose, il y avait écrit 2 millions. Mais il y avait une petite note, et il y avait marqué dans la petite note, bien entendu, tous les historiens s'accordent à dire que ce chiffre est totalement farfelu. Voilà. Cela dit, le message était passé en 2010-2011 à plein Paris, dans un spectacle qui était financé d'ailleurs par la famille Rothschild, c'était écrit sur l'affiche, hein, je ne l'ai pas inventé. Eh bien, 2 millions de Juifs ont été tués il y a 2000 ans pour Jérusalem, et donc Jérusalem est la capitale éternelle de l'État d'Israël. Donc le message était passé, vous voyez. Donc c'est important d'avoir des références historiques quand même solides. Alors finalement, Gaza, la Palestine, c'est un territoire qui déjà subit la pression géographique, c'est un territoire qui géographiquement est situé à la jonction entre l'Afrique et le continent euro-asiatique, ça tout le monde le sait. L'homme est né en Afrique il y a à peu près 2 millions d'années, et donc il a forcément gagné, peuplé le continent européen ou asiatique en passant par cette bande étroite qui est donc la Palestine. On en est certain. Les archéologues savent très bien que dans ces époques très reculées, l'homme ne voyageait pas à toute vitesse, il se déplaçait en s'implantant à une vitesse qui est connue, qui est de 50 km par génération. Donc on est certain aujourd'hui que, Afrique exclue, la Palestine constitue l'une des zones d'implantation humaine les plus anciennes. C'est absolument certain, c'est évident scientifiquement. Alors il suffit simplement de le trouver. Alors le trouver, c'est pas très facile parce que, vous le savez, la bande de Gaza, c'est cette belle bande de sable, vous voyez, comme ça, dans un petit coin, sans défense naturelle, hein, c'est tout plat. Ces défenses naturelles, et d'ailleurs c'est très intéressant de le voir, moi j'étais à Gaza au moment des bombardements 2008-2009, et finalement toutes les armées, y compris les plus sophistiquées, eh bien, se sont heurtées aux mêmes difficultés. La seule défense naturelle de Gaza, c'est une petite rivière, l'oued de Wadi Raza, qui est pratiquement à sec, qui est située au sud, et que ce soit les armées des pharaons, de Napoléon, ou l'armée israélienne en 2008-2009,
Cette oued constitue quand même une petite protection, c'est mouvant, c'est difficile de s'y aventurer, notamment avec des chars. Mais à part ça, la bande de Gaza, bah, c'est tout plat. Et donc pas de défense naturelle, eh bien, ça veut dire que cette région a été sans cesse envahie par des envahisseurs qui venaient du nord, de l'ouest, du nord, de l'ouest, au gré de ces migrations. Et finalement, ça a peut-être conditionné un petit peu cette capacité des Gazaouis à se laisser envahir sans trop résister, parce qu'à certains moments, la résistance n'en vaut pas la peine. Mais la véritable conquête, eh bien, c'est la conquête des esprits, c'est ce que les gens ont à l'intérieur de la tête, c'est ça qui est le plus difficile. Et c'est cet intérieur de l'esprit qui fait la personnalité des Gazaouis jusqu'à aujourd'hui. Ils ont tout ce passé à travers eux. Eh bien, quels sont les plus anciens vestiges d'implantation humaine qu'on connaisse à Gaza? Pour l'instant, on en est à 6000 ans. Hein. Ce n'est pas encore énorme, mais il y a quand même des choses tout à fait intéressantes. Et puis, bien entendu, eh bien, on a une relation parfois extrêmement précise à travers celle qui est faite par les Égyptiens, par les pharaons. Ça, c'est absolument extraordinaire. On a des récits très précis, on a des actes de propriété, on a des registres de commerce qui sont connus et qui sont extrêmement bien connus à partir d'une véritable ressource qui est des plaques d'argile qui ont été découvertes dans l'ancienne capitale d'Akhenaton, à Tel El Amarna, en Égypte. Et on a trouvé dans les années 1880-1890 plus de 300 plaquettes d'argile qui nous racontent toute la diplomatie de la région et à une époque qui remonte à 1468 avant notre ère, par exemple, lorsque Thoutmôsis III, qui était le gendre de Hatshepsut, eh bien, a envahi et a pris Gaza. On a des mentions de villes. Alors, vous connaissez aujourd'hui, tout le monde malheureusement connaît les villes de Khan Yunis, de Rafah, parce qu'il y a eu des guerres très récentes, des massacres, mais jusqu'à une date récente, c'était des petits villages que personne ne connaissait. Eh bien, figurez-vous que ces villes sont mentionnées sur des textes extrêmement anciens. Alors, si l'on reprend sur le plan strictement archéologique, la plus ancienne mention de la ville de Gaza, elle date de 1300 avant notre ère. Et non seulement il y a la ville de Gaza, mais il y a la ville de Rafah, qui s'appelait Rafia, qui est un petit village, mais qui existait quand même à cette époque. Et on a même une carte, et cette carte, elle figure sur le temple de Karnak, et elle correspond à l'invasion de Sétos Ier, qui était un pharaon égyptien qui, une fois de plus, a essayé d'agrandir le territoire égyptien en direction de l'Est. La plus ancienne mention d'Israël, c'est 1207 avant notre ère. Et c'est écrit sur une stèle, qui est la stèle de Merneptah, qui était un pharaon égyptien, et qui marquait l'emprise, la limite extrême est de son empire. Et il écrit sur cette stèle que c'est la première mention de la population d'Israël, du peuple d'Israël, et Israël a été vaincu, et Israël n'a plus de grains, sous-entendu, ils sont affamés. Sur les plaquettes de Tel El Amarna, on parle des Apirous. Les Apirous, eh bien, c'était des bandes de personnes qui s'étaient individualisées de toutes ces cités-États qui existaient au Proche-Orient et qui commençaient à attaquer un petit peu les caravanes, etc. Et beaucoup d'historiens actuels voient dans les Apirous les ancêtres des Hébreux. Gaza a été conquis par des conquérants qui venaient de l'Est. Il y a les Hittites qui sont venus d'Anatolie, qui ont apporté aux Gazaouis, aux Philistins, la technologie du fer. Et la technologie du fer, eh bien, c'est ce qui leur a permis de construire des chars avec des essieux en fer, qui étaient beaucoup plus performants que les chars de bataille habituels, et qui ont permis justement aux Philistins de tailler des croupières pendant un certain nombre d'années et de siècles aux Abirous, aux Hébreux, parce qu'à cette époque, c'est un petit peu un clin d'œil, si j'ose dire, de l'histoire. À cette époque, eh bien, la force de la technologie, la force des chars, finalement, elle était du côté des Philistins. Alors ces Philistins, on les appelle encore un peu les peuples de la mer, sous-entendu qu'ils sont venus par la mer. En réalité, ils sont venus essentiellement par la terre. C'était des populations qui venaient d'Asie mineure et aussi de Crète, mais surtout d'Asie mineure, et qui sont venus, mais qui ne sont pas venus sur une terre désertique. Les populations humaines étaient là depuis longtemps. Les Cananéens, les Cananéens étaient présents. Il y a à Ashkelon, à quelques kilomètres de Gaza, une vieille arche qui est la plus ancienne arche du monde,
qui a 3500 ans, qui était une arche cananéenne avec des murs de 6 mètres d'épaisseur, construit en briques de terre crue, pas de terre cuite, mais de terre crue. Et il est étonnant de voir la résistance de ces murailles, y compris au bord de la mer. Le niveau de la mer a un petit peu changé et on voit ces murailles qui sont envahies par la mer et qui sont toujours présentes plusieurs milliers d'années après leur construction. Donc tout ça, ce sont des vestiges qui sont extrêmement riches, qui sont encore peu connus parce que vous imaginez bien que ce n'est pas une région qui a été très fouillée. Je connais bien Jean-Baptiste Imbert qui est un archéologue CNRS dominicain qui fouille là-bas depuis une trentaine d'années, mais on est certain que l'essentiel de ce qu'il y a à trouver n'a pas encore été trouvé. Dans le sable des dunes, on trouve énormément de choses, et il y a également toute une archéologie sous-marine à faire qui est extrêmement intéressante. On trouve à quelques mètres sous l'eau des vestiges, notamment des vestiges grecs tout à fait intéressants. Jean-Baptiste Imbert, d'ailleurs, et ça fait partie un petit peu de l'aventure du Gaza moderne, eh bien, a collecté avec quelqu'un qui s'appelle Jawad al-Qudari, qui est un Gazaoui qui construit des maisons, enfin qui est dans le bâtiment. Et depuis une trentaine d'années, il a pris l'habitude il a donné à l'ordre à ses ouvriers, quand vous trouvez quelque chose, appelez-moi. Et donc il a accumulé comme ça une collection assez extraordinaire. Et avec l'aide de Jean-Baptiste Imbert, qui est un peu le scientifique, eh bien, ils ont réalisé déjà à Gaza un premier musée, qui est une première exposition tout à fait intéressante. Et ils ont créé une exposition itinérante. Ça a été une véritable aventure. Sortir de Gaza des mosaïques de 20 mètres carrés, en petits morceaux évidemment, sortir tout ça en caisse par Rafah, vous imaginez toutes les difficultés, et ça a abouti à une très belle exposition qui a été faite notamment à Genève, parce qu'il y a une vieille collaboration entre Gaza. Il y a eu un visiteur célèbre qui s'appelait Max van Berchem, qui à la fin du 19e siècle avait visité Gaza, était un des premiers à montrer la richesse de Gaza. Et en particulier, Max van Berchem avait décrit la mosquée, la grande mosquée actuelle de Gaza. Et autour de cette mosquée, on peut pratiquement raconter toute l'histoire de Gaza. C'est assez extraordinaire. Cette mosquée, eh bien, dans ses soubassements, c'était un temple qui s'appelait le temple de Marnas. Marnas, c'était le dieu de la pluie, et c'était un dieu de la pluie en Crète. Donc vous voyez, les Philistins, 1175 avant notre ère, ils sont arrivés avec Marnas. Et puis on a fait ce temple de dieu de la pluie. Et puis ce temple, eh bien, il est devenu une église à l'époque byzantine pour 4 siècles. Au 8e siècle, c'est devenu une mosquée. Après sont arrivés les croisés qui en ont fait une cathédrale. Et puis c'est devenu à nouveau une mosquée. C'est toujours une mosquée aujourd'hui. Je dois dire que pendant les bombardements de la guerre de 2008-2009, je ne pensais pas qu'à une chose, mais je me disais vraiment, si jamais cette mosquée est détruite, ça serait vraiment une catastrophe, parce que vous avez toutes les couches finalement des civilisations qui se sont succédées, qui se sont entremêlées, qui se sont enrichies. Et quand je dis qu'ils se sont enrichis, là aussi il faut connaître un petit peu l'histoire. Vous voyez, j'espère qu'aucun d'entre vous ne parlez des Arabes et Israéliens, il faut parler des Palestiniens et Israéliens, des Palestiniens, bonsoir. Et l'arrivée de l'islam au 8e siècle, l'arrivée des Arabes, entre guillemets, eh bien, ça a été l'arrivée non pas d'une population, ça a été l'arrivée d'armées assez peu nombreuses, et c'est en fait une culture, une religion qui s'est étalée. Et en ce qui me concerne Gaza, ça s'est très bien passé, et il y a même des faits historiques assez amusants, intéressants. Par exemple, le chef des armées musulmanes, qui s'appelait Amir ibn al-As, il y a eu un complot. Et c'est un chrétien qui a prévenu le gars qui risquait de se faire assassiner. Et donc ça a sauvé la vie du commandant des armées arabes. Et en reconnaissance, ou en tout cas, eh bien, les lieux de culte ont été partagés. À l'arrivée de l'islam, les lieux de culte ont été partagés. Et à l'église Saint-Porphyre qui est restée une église, et puis le Marnéon qui est devenu une mosquée, etc. Donc ça s'est passé d'une manière assez douce, donc c'est intéressant à savoir. Alors il y a énormément d'anecdotes significatives sur cette histoire de Gaza qu'il faut connaître.
On ne le sait pas, par exemple, Napoléon a failli être tué à Ragnonis. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Napoléon, en 1799, il remontait à partir du Caire, la côte, et puis son armée s'est trompée, a pris la direction de Beersheba, et est partie en direction du désert. Et Napoléon, qui était en retrait avec quelques aides de camp, est arrivé complètement désarmé dans le village de Ragnonis. Il est arrivé sur la plage, il y avait 200 cavaliers arabes qui étaient sur place. Ils ont cru que toute l'armée de Napoléon était là, ils sont partis à toute vitesse, alors qu'ils auraient très bien pu attraper ou tuer Napoléon en 1799. Une chose qui n'est pas très connue, c'est la guerre de Gaza, la bataille de Gaza plutôt. La bataille de Gaza, c'est la chute de l'Empire ottoman, c'est 1917, donc les Anglais remontaient progressivement l'Égypte et puis El Arish, le canal de Suez, la bande de Gaza. On avait dit qu'on allait donner Jérusalem pour Noël aux Anglais, en cadeau de Noël. Et puis il y avait un général anglais qui s'appelait Archibald Murray, qui est remonté. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que la problématique de l'armée à cette époque, c'était la même que celle des Égyptiens, c'était la même que celle des Hyksos ou de tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il y avait le problème de l'eau. Les Égyptiens bâtissaient leur conquête sur la route des puits, en creusant des puits et en les suivant avec leurs armées, leurs chevaux, etc. Finalement, en 1917, ce n'était pas différent. Et les Anglais, ils construisaient un pipeline, un pipe avec de l'eau, et une voie de chemin de fer, et l'armée avançait en même temps que la construction de la voie de chemin de fer et de l'eau. Ça a été l'une des dernières grandes batailles de cavalerie de l'histoire, puisqu'il y avait 9000 chevaux, il fallait 1500 tonnes d'eau par jour pour alimenter l'armée, les fantassins et les chevaux, et donc ça a été une montée lente, progressive, et puis ils sont arrivés en vue de Gaza, ils sont arrivés à Deir el-Bala, que les Anglais appelaient Deir ol-Bella, je passe, et ils sont arrivés à Deir el-Bala, et les Turcs étaient là. Et qu'est-ce qu'ont fait les Turcs? Eh bien, les Turcs, ils ont fait finalement exactement ce qu'ont fait les Gazaouis, notamment pendant la guerre de 2008-2009. Les Turcs se sont enterrés. Ils ont créé un réseau de souterrains, de casemates, des entrepôts pour mettre les munitions, tout ce que vous voulez, de façon à échapper au feu de l'artillerie anglaise, au feu qui venait aussi de la mer. Il y avait les bateaux qui bombardaient Gaza à partir de la mer. Et là, c'est toujours un peu triste, mais je l'ai vécu au cours de ces dernières années. Gaza, c'est le champ d'expérimentation des armes, et jusqu'aujourd'hui. Eh bien, en 1917, c'était le cas. Il y avait les premiers hydravions. Les hydravions survolaient Gaza et désignaient les tirs pour les bateaux qui tiraient à partir de la mer. Aujourd'hui, on a les drones qui désignent les tirs, qui, et même maintenant, au dernier développement d'actualité, sont même des drones tueurs, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin d'envoyer un avion avec un pilote. Il y avait la radio, qui venait d'apparaître. Eh bien, les pilotes des hydravions guidaient les bateaux pour diriger les tirs. Et donc, ça a été une bataille terrible où les Turcs se sont enfouis dans le sol, et il a fallu que les Anglais, ils ont mis 6 mois, les Anglais, il y a eu 10 000 morts anglais à Gaza, 10 000 morts turcs à Gaza, 20 000 morts pour la bataille de Gaza en 1917. Eh bien, il a fallu que les Anglais aient des renforts et qu'ils arrivent à être à 8 contre 1 pour que Gaza puisse tomber. C'est seulement à ce moment-là que les Turcs ont lâché et sont partis. Et cette bataille a été relativement moins meurtrière que la bataille de 2008-2009 pour les populations civiles, car les populations civiles, contrairement à 2008-2009, eh bien, ont été autorisées à partir, elles ont pu partir. Donc c'était une bataille entre deux armées, et il y a eu relativement peu de pertes civiles. Actuellement, vous savez que Gaza est soumis au siège, le siège le plus long de son histoire, puisqu'il remonte pratiquement à 2006, il avait même commencé sous une forme atténuée plus tôt. Eh bien, Gaza était l'objet de toute une série de sièges. Le plus meurtrier de ces sièges, c'était le siège d'Alexandre, 333 avant notre ère. Donc vous voyez que Gaza a vécu tout ça depuis fort longtemps. Alexandre avait mis un siège qui a duré 2 mois, il était blessé 3 fois, et puis finalement il a pris Gaza. Et il a pris le commandant de Gaza, il l'a accroché derrière son char, il l'a tiré par les pieds jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà, donc j'espère vous avoir donné l'envie de lire un petit peu sur cette histoire de Gaza.